C'était fin août 1986. Un fermier se trouvait dans sa maison en briques de boue perché sur une falaise surplombant le lac Nyos dans les hautes terres du nord-ouest du Cameroun. La journée touchait à sa fin, il était environ 9 h du soir quand l'homme a entendu un grondement. Ça ressemblait à un glissement de terrain, puis une brume blanche s'est élevée au-dessus du lac. Le fermier a pensé qu'il allait pleuvoir et il est allé se coucher, d'autant qu'il ne se sentait pas très bien. Au bord du lac, une bergère a également entendu le bruit mystérieux. Pour elle, ça ressemblait aux cris de nombreuses personnes, mais elle n'y a pas beaucoup prêté attention et elle s'est endormie aussi. Malheureusement, beaucoup de ceux qui se sont couchés ce soir d'août ne se sont jamais réveillés. Lorsque les survivants sont descendus au lac le lendemain matin, son eau, habituellement claire et bleue, était devenue rouge. Il régnait un silence inquiétant. Les oiseaux s'étaient tus, tout comme les insectes. Cette étrange nuit a coûté la vie à 1746 personnes et à 3500 têtes de bétail. Décès, bruits étranges et changements de couleur de l'eau se sont révélés avoir une origine terrifiante. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Le lac Nyos avait toujours été un plan d'eau ordinaire. Les fermiers et les bergers nomades du Cameroun connaissaient bien les eaux du vaste lac, des eaux calmes et bleues. Rien ne laissait présager les événements du 21 août 1986 lorsqu'un grondement a résonné sur l'eau et qu'un nuage blanc s'est élevé. Il a rapidement atteint 100 mètres de hauteur, il a commencé à se répandre au sol. Chaque fermier qui sortait pour identifier la source du bruit s'évanouissait immédiatement. Le nuage a parcouru la vallée et les personnes qui se trouvaient sur son chemin, chez elles, sur les routes ou dans les champs, s'effondraient et parfois mouraient d'en avoir respiré les effluves. À Nyos et Kam, les premiers villages touchés, tout le monde est mort sauf 4 personnes qui habitaient sur les hauteurs. Finalement, le nuage a dérivé à 25 km du lac où il s'est maintenu pendant 2 jours. Lorsque des gens des environs sont entrés dans la vallée, ils ont trouvé des cadavres humains et animaux jonchant le sol et un silence inquiétant. Ce n'est que le 23 août que le nuage s'est dissipé et que les sons sont revenus. Certains habitants, restés inconscients pendant 36 heures, se sont réveillés face à l'horrible spectacle de leurs proches, de leurs voisins et de leur bétail gisant morts. Partout, des corps ne montrant aucun signe de blessure ou de lutte. Beaucoup de victimes ont été trouvées là où elles étaient habituellement vers 21 h, près du feu, dans l'embrasure de leur porte ou sur leur lit. Bref, les gens sont morts là où ils se tenaient, de même que les autres animaux, même les insectes. Une fois le choc passé, des soldats camerounais ont enterré les victimes dans des fosses communes. Des milliers de bovins gisaient morts, leurs carcasses gonflées et en décomposition. Tout ça car le lac, auparavant calme et inoffensif, était niché dans le cratère d'un volcan endormi. Ignorant le danger, les gens se sont installés directement dans sa gueule, avec des milliers de têtes de bétail, et le volcan les a tous balayés. Après la catastrophe, le lac a changé. Sa couleur s'est modifiée, il est devenu moins profond et des plantes et des feuilles l'ont colonisé. Les scientifiques ont vite compris que le lac était responsable des décès, mais la cause des événements restait floue. La nouvelle de la catastrophe du lac Nyos s'est répandue dans le monde entier. Au Japon, un représentant du gouvernement a réveillé Minoru Kusakabe de l'université d'Okayama à 1 h du matin pour demander aux géochimistes de se rendre immédiatement au Cameroun. Kusakabe ne savait même pas où se trouvait ce pays. Volcanologues français, scientifiques allemands, italiens, suisses et britanniques, pathologistes, géologues et chimistes américains, tous se sont précipités vers le lac mystérieux. Beaucoup sont partis si vite qu'ils n'ont pris qu'une mallette, des vêtements de rechange et tout l'équipement qu'ils pouvaient porter. Ils sont arrivés sur le site de la catastrophe quelques jours seulement après la dispersion du nuage, avec une certaine appréhension. Personne ne savait ce qui s'était passé, ni si ça risquait de se reproduire.
Au début, les chercheurs ont supposé qu'un volcan situé sous le lac était entré en éruption, libérant des gaz mortels. Mais des années plus tard, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une catastrophe géologique monstrueuse, bien plus insidieuse et autrefois considérée comme un mythe. Mais la réalisation la plus terrifiante était celle-ci. La catastrophe pouvait se reproduire à Nios et dans un autre lac situé à proximité. Le nuage mortel qui s'était élevé au-dessus du lac était composé de CO2. Ça expliquait sa densité, car le CO2 est plus lourd que l'air. Là où la concentration de CO2 était de 15% ou moins, les gens ont perdu conscience, mais ils se sont réveillés. Ceux qui avaient inhalé plus de 15% de CO2 ont cessé de respirer en quelques minutes et ils sont morts. En général, le CO2 est sans danger car il s'élève rapidement et il se dissipe à travers les ouvertures du sol. Cependant, des intoxications au CO2 se sont produites tout au long de l'histoire. Depuis la Rome antique, le CO2 libéré dans le centre volcanique de l'Italie tue régulièrement des animaux ou des gens qui s'aventurent dans des zones où du gaz s'est accumulé. Dans le parc de Yellowstone, des grizzlies ont connu le même sort dans un ravin connu sous le nom de Death Gulch. Quant au lac Nios, on pense qu'une éruption a provoqué la libération soudaine de 100 000 à 300 000 tonnes de CO2. Il est possible que d'autres gaz volcaniques aient été libérés en même temps, car des survivants ont mentionné une odeur de poudre à canon ou d'œufs pourris. Ça suggère que du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène étaient présents dans l'air. Cependant, on n'a retrouvé que du CO2 dans les échantillons d'eau du lac, ce qui signifie qu'il y en avait beaucoup et c'était bien lui le responsable de tous ces décès. Ça s'était d'ailleurs sans doute déjà produit auparavant. Les légendes locales suggèrent que les habitants de la région savent depuis longtemps que le lac renferme une force destructrice. En effet, les mythes camerounais accordent une place spéciale au lac, demeure des ancêtres et des esprits. Les membres de certaines ethnies ont pour tradition de construire des maisons près des lacs uniquement en hauteur, sans doute en raison de lointains souvenirs de catastrophes similaires. Ceux-là ont survécu à l'événement. Mais les gens arrivés plus récemment et qui ne se sont pas installés sur les hauteurs sont morts. Les chercheurs ont beaucoup débattu des raisons de la libération de CO2. Certains pensaient qu'une éruption volcanique était responsable et qu'elle avait provoqué l'explosion du lac. D'autres estimaient que du CO2 s'était lentement infiltré dans le lac où il s'était accumulé. Et quand le lac a explosé, il a libéré le gaz en un énorme rot, un rot mortel. Oui, ils appelaient vraiment ça un rot mortel. Il a fallu plusieurs années aux chercheurs pour trancher le débat. Après avoir prélevé du gaz au fond du lac Nios, ils ont identifié une couche riche en CO2 au sein de laquelle la concentration en gaz augmentait. Ainsi, du gaz s'accumulait bien au fond du lac. Voilà le principe. Au Cameroun, il y a des zones de faiblesse dans la croûte terrestre où le magma remonte du manteau. Il monte tout droit, creusant un canal jusqu'à la surface. Si ce canal perce la croûte terrestre, le magma se déverse et il forme un cône de cendres volcaniques. Mais si le magma rencontre une roche humide en remontant, il explose, créant un cratère. Puis, l'eau remplit ces cratères, les transformant en lacs. Au fond de chaque lac se trouve l'ancien tunnel qui a permis au magma d'atteindre la surface. Et si on suit un tel tunnel sur 5 à 10 km sous la surface, on atteint le magma. La pression force le CO2 à sortir et sa seule issue est de remonter le tunnel jusqu'au lac. Ainsi, des bulles de CO2 sont remontées du fond du lac Nios en formant des colonnes de gaz. En montant, elles ont rencontré une eau très froide et sous pression et elles se sont lentement dissoutes. Mais il y avait beaucoup de ces colonnes et chaque bulle, en se dissolvant, rapprochait le lac de la catastrophe. Le processus de dissolution du CO2 dans l'eau froide peut durer longtemps et le lac reste calme pendant que ça se produit. Mais petit à petit, il devient de plus en plus instable. Année après année, décennie après décennie, la dissolution du gaz progresse jusqu'à l'explosion. Pour qu'elle se produise, il faut réunir plusieurs facteurs. D'abord, le lac doit être profond. S'il n'y a pas beaucoup de CO2 dissous dans l'eau, la moindre petite secousse, par exemple due au vent, suffit à ce que le lac relâche du gaz. Mais dans les lacs profonds, la colonne d'eau agit comme le bouchon d'une bouteille de champagne.
10 mètres d'eau équivalent à une pression d'1 atmosphère, donc dans un lac profond de 100 mètres, 10 atmosphères de pression maintiennent le gaz piégé au fond. Ensuite, le climat doit être stable toute l'année, ce qui explique pourquoi de tels lacs explosifs se trouvent surtout sous les tropiques. Par exemple, le lac supérieur aux États-Unis se remplit de gaz jusqu'à ce que la saison change. Chaque automne, la surface se refroidit et devient plus dense, puis l'eau froide coule au fond du lac. L'eau riche en gaz du fond, au contraire, remonte. Ainsi, les couches s'inversent et le lac se vide de son gaz. Dans la plupart des lacs, ce phénomène se produit au moins une fois par an. Mais quand il fait chaud toute l'année, les couches d'eau conservent leur température et leur place et le gaz ne peut pas s'échapper. Cependant, il y a un troisième facteur. Pour agiter la couche de gaz, il faut un glissement de terrain, un séisme ou tout simplement un excès de gaz. Au Cameroun, toutes les conditions d'une explosion étaient réunies. Du magma libérant du CO2 dans un lac profond, un climat tropical et un déclencheur. Quelque chose a en effet dû déclencher l'accumulation de CO2 cette nuit fatale d'août. Il pourrait s'agir de la chute de rochers dans le lac. Les chercheurs ont remarqué des marques récentes de glissement de terrain sur une falaise voisine. Peut-être est-ce le bruit que le fermier a entendu, celui que j'ai mentionné au début de la vidéo. D'ailleurs, le 15 août 1984, 2 ans avant la catastrophe de Nyos, un incident similaire s'est produit à Monoun, un lac de cratère à 97 km au sud de Nyos. Ce jour-là, une grande quantité de CO2 a été soudainement libérée, tuant 37 personnes. Au début, les décès étaient inexpliqués, mais l'enquête et la survenue d'un événement similaire 2 ans plus tard au lac Nyos ont fourni l'explication. Ni mysticisme, ni mauvais sort. Tout comme au lac Nyos, des gens ont dit avoir entendu un bruit fort et vu un nuage blanchâtre semblable à de la fumée, à l'odeur amère et acide. Bref, on connaît le tableau, mais le volume de gaz libéré était moindre et les conséquences ont été moins terribles. Mais l'ampleur de la catastrophe du lac Nyos a conduit à de nombreuses recherches afin qu'une telle chose ne se reproduise plus. En étudiant le lac, on a découvert que les explosions n'avaient pas éliminé tout le CO2 accumulé. De plus, le gaz s'accumulait toujours à un rythme alarmant. Il fallait agir et les chercheurs ont envisagé toutes sortes d'options, certaines assez folles. Par exemple, ils ont suggéré de se débarrasser du CO2 en lâchant une bombe dans le lac. Heureusement, il a été décidé que c'était trop dangereux. La bombe aurait pu détruire l'une des parois du cratère et provoquer une inondation. On a aussi suggéré de déverser de la chaux pour neutraliser le gaz, ou encore de creuser des tunnels au fond du lac pour drainer les eaux riches en gaz. Mais tout ça aurait été trop coûteux. En fin de compte, on a opté pour une solution simple, poser des tuyaux. Il a fallu du temps pour réunir les fonds, mais en janvier 2001, les chercheurs ont terminé d'assembler les tuyaux près du lac. Ils ont fait ça lentement, l'argent et les routes faisaient défaut. Le premier tuyau a été placé dans le lac en 2001. C'était un tuyau en plastique de 15 cm qui a été descendu à 203 mètres de profondeur jusqu'à atteindre la couche de gaz. Tout le monde s'est retiré sur une colline éloignée, puis une pompe a été actionnée à distance et le tuyau s'est rempli. En quelques secondes, un jet de 45 mètres a jailli à 160 km/h. Le dégazage du lac Nyos avait commencé. Mais même alors, il était clair qu'avec 5500 tonnes de CO2 entrant dans le lac chaque année, un tuyau ne suffirait pas. Il aurait fallu plus de 30 ans pour retirer suffisamment de CO2 et faire du lac un endroit sûr. Les habitants ne pouvaient pas attendre aussi longtemps, bien sûr, donc 2 tuyaux supplémentaires ont été installés en 2011. En 2019, les chercheurs ont noté que le dégazage avait atteint un état stable et qu'un seul tuyau suffirait à l'avenir afin de garder la concentration de CO2 à un niveau sûr. Cependant, certains experts pensent que, bien que le lac soit plus sûr aujourd'hui qu'en 2000, il demeure dangereux. Une forte secousse comme un séisme ou un glissement de terrain pourrait déclencher une nouvelle catastrophe. Et il y a un autre problème, la paroi fragile du cratère. Cette barrière naturelle pourrait se briser à tout moment. Si elle s'effondrait, les 40 mètres supérieurs du lac se videraient en une énorme inondation, ce qui relâcherait la pression pesant sur le gaz piégé en profondeur. Il se produirait alors une inondation et un nuage de gaz toxique tuerait tous les êtres vivants à proximité. Bref, il ne manquerait à cette scène apocalyptique
qu'une pluie de météorites. De nos jours, là où des gens vivaient autrefois sur la rive du lac Nyos, on ne trouve plus que des buissons épais, impénétrables. Au bord de la route de terre, on peut encore voir les fondations de plusieurs maisons en briques de boue et des arbres poussent dans les anciennes cours. Là où se trouvait le marché, il y a maintenant un tas de chaussures pourrissantes. Comme je l'ai dit, après la catastrophe, les soldats ont enterré les corps dans des fosses communes dont les emplacements se sont vite effacés devant les buissons. Imaginez le traumatisme. Les gens enterrent normalement leurs proches directement dans leur cour pour pouvoir leur offrir de la nourriture, leur demander conseil et trouver du réconfort. Mais la catastrophe les a privés de cette possibilité. En plus de ça, les survivants ont dû faire face à des épreuves supplémentaires. Les soldats ont expulsé la plupart de ceux qui n'avaient pas quitté la région d'eux-mêmes. Seuls quelques-uns ont été autorisés à rester sur les hauteurs. Il est incroyable qu'il y ait eu des survivants. Peut-être que les changements de direction du vent ont permis à certains de recevoir assez d'oxygène. D'autres devaient habiter des maisons mal ventilées dans lesquelles seule une dose non mortelle de CO2 a pénétré. À présent, le lac Nyos est étroitement étudié, tout comme d'autres lacs similaires au Cameroun. On estime que dans la seule province du Nord-Ouest, il y a au moins 44 lacs dans les profondeurs desquels du CO2 est susceptible de s'accumuler. Autant de bombes à retardement qu'il faut à tout prix surveiller. Vous me devez un like. À plus.